Je n'étais pas censé être le méchant dans la vie de ma fille. Elle s'appelle Nathalie. Elle a 27 ans maintenant, elle est belle, vive et têtue, tout comme sa mère. Je l'ai élevée presque seule après le divorce. Sa mère, Vivian, était en va-et-vient, toujours occupée à se trouver, ce qui, je l'ai compris plus tard, n'était qu'un code pour dire qu'elle couchait avec quelqu'un d'autre pendant que je faisais des doubles journées pour nous maintenir à flot. Vivian et moi avons été mariés pendant 12 ans. Nous étions solides, du moins c'est ce que je croyais. J'étais un père, un mari, un soutien de famille. Je n'étais pas tapac sans grave l'œil, mais j'étais stable, fiable. Je pensais que ça comptait. Puis un soir, tout a commencé à basculer. Nathalie avait 10 ans. Je m'en souviens parfaitement. Elle était assise à la table à manger en train de travailler sur une maquette du système solaire pour le cours de sciences. Des petites boules de mousse peinte et de couleurs vives étaient étalées devant elle, et elle était tellement concentrée, la langue entre les dents, comme elle le faisait quand elle se concentrait. « Papa, dit-elle sans lever les yeux, tu peux aller chercher la colle au garage? »« Ouais, ma puce. Je reviens tout de suite, » lui ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux en passant. Vivian était à l'étage, soi-disant en train de prendre une douche. En me tournant vers le garage, j'ai entendu un bourdonnement provenant de la table. J'ai jeté un coup d'œil, pensant que c'était peut-être mon téléphone. Ce n'était pas le cas. C'était celui de Vivian. Même modèle, même coque, mais le sien avait une petite fissure dans le coin supérieur. Je n'aurais pas dû regarder. Je le sais maintenant, mais ça a recommencé à vibrer, et quelque chose en moi s'est arrêté. J'ai décroché. Un nouveau message. Pas besoin de chercher. Il était juste là, sur l'écran de verrouillage. La nuit dernière me manquait déjà. J'aimerais que tu sois à nouveau dans mon lit. Je suis resté planté là, tenant le téléphone comme s'il allait me brûler la peau. Mon estomac s'est noué. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai fixé le nom d'Owen. Owen. Owen était un ami de la famille. Mon ami en fait, on avait travaillé ensemble des années auparavant. On était restés en contact. Il faisait partie de notre cercle depuis aussi longtemps que je me souvienne. Nous l'avions invité à dîner. Il venait à nos barbecues. Il jouait aux échecs avec moi dans le salon. Je l'avais conduit à l'hôpital quand sa mère est morte. C'était comme un frère. Et pendant tout ce temps, il couchait avec ma femme dans mon dos. Je ne l'ai pas affronté ce soir-là. Je ne pouvais pas, je suis resté planté là, à fixer le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que Nathalie l'entendrait depuis la salle à manger. Puis j'ai raccroché, je suis allé dans le garage, j'ai pris la colle et je me suis assis à côté de ma fille pendant qu'elle pressait soigneusement Jupiter. J'ai souri. J'ai dit, c'est super, Nat. Je ne sais pas comment j'ai surmonté ce moment, mais je l'ai fait. 2 jours plus tard, j'ai demandé le divorce discrètement, proprement. Pas d'engueulade, pas de sortie dramatique. Vivian a essayé de faire passer le message à ses amis, à Nathalie, comme si on s'était éloigné. Puis un jour, alors que Nathalie était avec moi, j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'avais divorcé. Je me suis assis au bord de son lit, le même que j'avais monté quand elle avait 5 ans, avec des draps roses et des étoiles phosphorescentes, encore faiblement accrochées au plafond. Nathalie avait 14 ans à l'époque. Elle méritait la vérité sur les raisons de notre séparation, sa mère et moi, à propos d'Owen. Sur la tempête silencieuse que j'avais traversée trop longtemps. Nathalie, j'ai commencé à essayer de garder une voix calme. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important à propos de ta mère. D'Owen? Elle a levé les yeux de son téléphone, l'air légèrement irrité. Est-ce à propos du divorce? Parce que maman me l'a déjà dit. J'ai expiré. Elle l'a fait. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tu avais abandonné. Que tu n'étais plus heureuse. Que toi. Elle a hésité. Tu étais froide, distante. J'ai baissé les yeux vers mes mains, vers les paumes calleuses qui avaient porté plus qu'elle n'avait jamais connu. Nathalie, il y a plus que ça. Ta mère et moi, on a essayé, mais il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui m'a fait plus mal que je ne peux l'expliquer. Elle croisa les bras, déjà sur la défensive. Tu donnes l'impression que tout est de sa faute. Je ne la blâme pas, dis-je rapidement. Mais je ne vais pas mentir non plus. Nathalie. J'inspirais comme du papier de verre dans ma gorge. Elle a trompé Owen. Voilà. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Nathalie cligna lentement des yeux, puis laissa échapper un rire aigu, un ton trop aigu. C'est dégoûtant, dit-elle. Pourquoi dis-tu ça? Parce que c'est la vérité, dis-je doucement. Tu as vu à quel point ils sont proches, combien il est souvent là. Nathalie, je ne dis pas ça pour te blesser.
Mais je ne peux pas continuer à mentir pour protéger une version de l'histoire qui n'est tout simplement pas vraie. Son regard devint froid. Non, dit-elle catégoriquement. Tu mens. Je ne mens pas. Si, tu mens, cria-t-elle en se levant. Mon Dieu, pourquoi fais-tu ça? C'est comme ça que tu vas justifier ton départ? Faire passer maman pour la méchante pour que tu n'aies pas à te sentir mal? Je me suis levé aussi, mais je ne l'ai pas touchée. Nathalie, je suis resté. J'ai ravalé ma colère pendant des mois. Pour toi, parce que je ne voulais pas que tu grandisses en la détestant. Mais tu es assez grande maintenant. Tu mérites de savoir. Je ne veux pas entendre ça. Elle a crié en tremblant. Tu es juste amère parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Des larmes lui montaient aux yeux, mais je savais que ce n'était pas pour moi. Ils n'ont rien fait de mal, a-t-elle dit, essoufflée. Tu essaies juste de me monter contre elle. Contre Owen, tu es juste. Sa voix s'est brisée. Tu es juste cruel. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Nathalie, non. Elle a craqué. Arrête. Arrête, tout simplement. Je ne veux plus rien entendre. Et elle est sortie en claquant sa porte derrière elle si fort que les murs ont tremblé. Je me tenais là, au milieu de sa chambre, à fixer l'endroit où elle me demandait de vérifier s'il n'y avait pas de monstre sous le lit. Et pour la première fois, j'ai réalisé que parfois, même quand on dit enfin la vérité, le mal est déjà fait. Alors, j'ai renoncé à essayer de m'expliquer. Vivant à emménager avec Owen avant même que l'encre des papiers du divorce ne soit sèche. C'était il y a 17 ans. J'ai gardé des relations cordiales avec Vivien. Pour Nathalie, j'allais à toutes les réunions parents-professeurs, à toutes les pièces de théâtre de l'école. J'étais là pour ses matchs de foot, ses anniversaires. Je lui tenais là. Main malgré ses genoux écorchés et veillais tard pour l'aider à faire ses devoirs difficiles. Je préparais les déjeuners. J'écoutais. J'étais toujours présent. Quand elle a été acceptée dans l'université de son premier choix, elle m'a appelé en premier. « Papa, j'ai été acceptée », a-t-elle dit, la voix pétillante de joie. « Mon Dieu Nat, c'est incroyable. » J'ai ri. Je savais que tu le ferais. Tu l'as mérité. Je te l'ai dit avant de le dire à maman, a-t-elle dit. Et quelque chose en moi, je ne sais pas, s'est illuminé. Je pensais que ça voulait dire quelque chose. Je pensais qu'elle comprenait peut-être. Peut-être que toutes ces années comptaient pour quelque chose. Alors, quand Nathalie m'a appelé il y a quelques mois, la voix débordante d'excitation, j'étais heureuse. Vraiment heureuse. Papa, m'a-t-elle dit, je vais me marier. J'ai souri si largement que j'en ai eu mal aux joues. C'est incroyable, ma chérie. Dis-moi tout. Elle m'a parlé d'Alexander. Il est gentil, respectueux, stable, comme toi, papa. Je n'ai pas pu parler une seconde. Ma gorge s'est serrée. Ce Dieu, ça signifiait tout pour moi. Je suis fier de toi, naturellement. Veux-tu m'accompagner jusqu'à l'hôtel? A-t-elle demandé. Bien sûr, j'ai dit sans hésiter. Puis elle a marqué une pause. Il y a quelque chose dont je veux te parler. D'accord. J'ai dit, soudain méfiante. C'est à propos d'Owen. Je veux qu'il vienne au mariage. Je suis resté figé. Owen. Ouais, a-t-elle dit. Il fait partie de ma vie depuis longtemps, papa. J'ai dégluti difficilement. Mes doigts se sont enroulés autour du téléphone. Tu me demandes d'accepter d'être assise au même rang que l'homme qui a détruit ma maison? Elle soupira. C'est mon jour. Je ne veux pas de drame. Owen, ce n'est plus ton ennemi, n'est-ce pas? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. J'ai gardé une voix égale. Nathalie, cet homme m'a trahi. Il a trahi notre famille. Tu me demandes de faire comme si de rien n'était. Je te demande de ne pas gâcher mon mariage. Elle s'est exclamée. Je n'essaie pas de gâcher quoi que ce soit. J'ai dit, mais je ne peux pas rester assise là à faire semblant. C'est laquelle l'a dit. Papa, tu es mesquin, pas blessé, pas déçu, pas en conflit, mesquin. Je ne pense pas qu'elle ait voulu que ce soit blessant, mais ça m'a profondément blessé. Je suis restée silencieuse un long moment. Puis j'ai dit, j'espère que le mariage sera beau, Nathalie. J'espère qu'Alexander sera tout ce dont tu as rêvé. Et je lui ai dit, mais je n'y serai pas. Je m'attendais à des larmes, des supplications, une sorte de prise de conscience, un moment où elle comprendrait ce qu'elle me demandait. Mais il n'y eut que le silence, un long silence glacial. Puis elle dit, comme tu veux. Et la ligne fut coupée. C'était il y a 6 mois. Le mariage a eu lieu. Je n'y suis pas allé. Je me suis dit de ne pas regarder, de rester loin des réseaux sociaux. Mais cette résolution a tenu 3 jours. Un ami commun m'a tagué sur une photo de groupe, sans se rendre compte, je suppose, que je n'étais pas là.
J'ai cliqué et voilà, Vivian resplendissait de blanc comme l'écho déformé d'une seconde mariée. Elle se tenait à côté de Nathalie, un bouquet à la main, comme si c'était aussi son jour, comme si elle ne nous avait pas quittés il y a des années. Owen se tenait à côté d'elle, rayonnant, lui tenant la main comme s'il ne s'était jamais assis dans mon salon à manger mon repas et à rire de mes blagues pendant qu'il dormait avec ma femme dans mon dos. Et Nathalie, ma fille, qui descendait l'allée à son bras. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que l'écran devienne flou. J'avais l'impression d'être morte, ou pire, de n'avoir jamais existé, d'avoir été effacée de ma propre vie, effacée du scénario. 2 semaines plus tard, j'ai mis ces photos d'enfance dans une boîte. Celle d'elle en costume de bourdon, son sourire béant lors de son premier jour d'école, le dessin qu'elle avait fait de notre maison avec le grand garçon dans un coin, et papa écrit au crayon. Pas par colère, mais par deuil. Je ne pouvais plus regarder ces souvenirs, sachant qu'ils ne signifiaient plus rien pour elle. Ils étaient à moi maintenant, à moi seul. Vers Noël, elle a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. J'ai écouté la première phrase. Je voulais juste dire, j'espère que tu pourras passer à autre chose. Je l'ai arrêté, supprimé, passé à autre chose comme si c'était une phase, une rancune, comme si perdre sa place dans la vie de sa fille était quelque chose qu'on pouvait simplement surmonter. Et puis la semaine dernière, on frappa à la porte. C'était vivant. Je ne la reconnus pas au premier abord. Elle paraissait plus âgée, fatiguée, usée comme je ne l'avais jamais vue. Ni polie ni maquillée comme sur les photos de mariage. Réelle. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle ne demanda rien. Elle ne savait pas, dit-elle. Elle ne savait pas quoi. Elle baissa les yeux, jouant avec la bandoulière de son sac à main. Elle pensait que tu m'avais quitté parce qu'on ne s'aimait plus. Je ne dis rien, je la fixai simplement. Elle se déplaça, releva la tête. Elle ignorait tout de notre liaison. Je ne lui avais jamais rien dit. Je m'appuyai contre le chambranle de la porte, essayant de garder un visage impassible, l'estomac noué. Elle prit une inspiration. Elle l'avait découvert le mois dernier. Owen et moi nous étions disputés. Il lui avait tout raconté. Il lui avait raconté comment on avait commencé à se fréquenter. Qu'on était déjà ensemble quand je t'ai quitté. Qu'il venait quand tu travaillais de nuit. Elle est en colère. Charles, dit Vivien d'une voix plus douce maintenant. Vraiment en colère. Elle dit qu'elle se sentait idiote. La voix de Vivien était calme, ni tremblante, ni dramatique, juste usée, comme celle de quelqu'un qui réalise enfin que les dommages sont permanents. Elle coupa complètement la parole à Owen. Et moi, ajouta-t-elle après un silence, comme si c'était une réflexion après coup. Elle a déménagé avec Alexander la semaine dernière. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Que pouvais-je lui offrir maintenant? De la compassion, du pardon, une conclusion. Je n'étais même plus sûr que ce soit à moi de donner. Elle veut te parler, continua Vivien. Elle a dit qu'elle comprenait enfin ce qu'elle t'avait fait subir, qu'elle t'avait peut-être jugé sans connaître toute l'histoire. J'ai hoché la tête plus pour moi-même que pour elle. C'était une colère qui me submergeait. C'était de la lassitude, une douleur sourde qui s'était depuis longtemps transformée en cicatrice. Je lui souhaite bonne chance, dis-je finalement. Mais non, je suis bien sans ce drame. Je sais pertinemment que c'est toi qui l'as empoisonné contre moi. Ce n'est pas à moi de réparer ce que tu as brisé. C'était ton monstre. Combat-le, cligna Vivien en clignant des yeux. C'est ta fille, dit-elle. Doucement. Elle l'était. J'ai répondu, sans élever la voix. Inutile. Et je l'aimais assez pour lui permettre de croire au meilleur de toi. J'ai ravalé cette douleur pendant des années pour qu'elle puisse avoir 2 parents à aimer. Je me suis forcé à voir ton visage tous les 2 jours juste pour qu'elle ne me déteste pas. Mais quand elle a choisi plutôt que moi, sachant que je n'avais toujours été là que pour elle. C'était son choix. Je ne fais aucun effort pour arranger les choses. Vivien semblait vouloir dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Certaines histoires ne se terminent pas par des feux d'artifice, des retrouvailles ou une petite révérence. Certaines se terminent par une vérité discrète. L'amour ne suffit pas toujours, surtout quand la confiance est trahie. Je ne suis pas parti par dépit. Je suis parti parce que j'ai finalement accepté que parfois, ceux pour qui nous saignons choisissent ceux qui nous ont fait saigner. Et j'ai refusé de m'asseoir au premier rang et de sourire comme si de rien n'était. C'est ce jour-là que j'ai lâché prise. Et je n'ai jamais regretté. À propos, 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Ni un SMS, ni un email, une vraie lettre manuscrite,
glissé dans une simple enveloppe blanche, sans adresse de retour. L'écriture était inimitable. L'écriture cursive de Nathalie, la même qu'elle utilisait pour m'écrire une carte de fête des pères en CE2, et qui écrivait « héros » comme Arrow. J'ai encore cette carte quelque part, probablement cachée dans une boîte au grenier, pliée au coin, maculée de colle provenant d'un projet artistique oublié depuis longtemps. Je me souviens de son sourire radieux quand elle me l'a donné, fière de chaque mot mal orthographié. Je n'ai pas ouvert la lettre tout de suite. Je l'ai laissée sur la table de la cuisine pendant 3 jours. Je l'ai déplacée d'un bout à l'autre comme si elle tournait, comme si elle avait un minuteur. Et quand je l'ai ouverte, tout a explosé. Le chagrin, les souvenirs, la culpabilité. Je n'étais pas prête à ne pas l'entendre réécrire le passé, je n'étais pas prête à me laisser aller à l'espoir. Mais un soir, je me suis servi un verre de du Bourbon, celui que je réserve aux nuits calmes et aux pensées vives. Je me suis assis et je l'ai enfin lu. Papa, je ne sais pas comment commencer, si ce n'est pour dire que j'avais tort. Tellement, tellement tort. Depuis, j'ai repensé à ce coup de fil tous les jours. Le mot « mesquin » me rend malade. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit. Je crois que j'essayais de protéger quelque chose. Peut-être mon idée d'une journée parfaite. Peut-être mon déni. Tu étais toujours là. Toujours. Quand maman a raté le récital de piano, tu étais là. Quand j'avais peur de passer mon permis de conduire, c'est toi qui as conduit avec moi dans les parkings vides jusqu'à ce que j'y arrive. Quand j'ai appelé en pleurant parce qu'Alexander et moi avions eu notre première grosse dispute, c'est toi qui as décroché à 2 heures du matin et qui m'a calmé. Et quand je t'ai annoncé mon mariage, ta voix s'est brisée de fierté. J'aurais dû m'en douter à ce moment-là. Je pensais qu'Owen faisait juste partie du passé. Une note de bas de page étrange. Je n'en connaissais pas la profondeur. Maman donnait l'impression que ton mariage venait de se dissoudre. Elle ne m'en a jamais parlé. L'affaire. Ce n'est qu'après le mariage, quand les choses avec Owen ont commencé à se dégrader et qu'il est devenu méchant, en colère. Il a dit des choses qui m'ont fait froid dans le dos. Il m'a dit des choses qu'il n'aurait pas dû. Et j'ai réalisé ce que tu avais digéré pendant toutes ces années. Tu n'as jamais fait de maman la méchante. Tu m'as laissé l'aimer sans bagage. Tu ne m'as pas obligé à choisir. Mais quand je t'ai demandé de t'asseoir à côté de lui, de partager l'espace avec l'homme qui t'a trahi, je t'ai obligé à choisir. Et j'ai mal choisi. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Tout. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je t'aime, papa. S'il y a un moyen de revenir en arrière, je l'attendrai. Nathalie, ai-je pleuré? Je n'avais pas pleuré depuis des années. Pas au divorce. Pas quand j'ai vu ses photos de mariage. Pas quand j'ai emballé les derniers souvenirs de son enfance. Mais j'ai pleuré pour la fillette de 10 ans qui pensait que coller les planètes sur un carton était plus importante que ce qui se fondait sous son toit. J'ai pleuré pour l'homme qui gardait le silence pour la protéger. Et j'ai pleuré pour le père qui ne savait pas s'il entendrait un jour « Je t'aime » sans amertume. Mais je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas appelé tout de suite. Pas encore. Je suis resté assise avec la lettre pendant des mois, retournant ces mots dans ma tête comme une pierre polie. J'avais besoin de savoir si j'étais prête à rouvrir cette porte ou si j'allais juste regarder par la fenêtre, l'observant de loin. 3 mois plus tard, je me suis retrouvé à la quincaillerie du coin, achetant de la peinture pour la chambre d'amis, celle que je n'avais pas utilisée depuis des années. Je comparais des nuances de gris doux et de bleu pâle lorsqu'une petite fille est passée devant moi en tirant un tigre en peluche presque aussi grand qu'elle. Papa, a-t-elle appelé son père? Pourquoi certaines peintures disent « coquilles d'œufs » si elles ne sont pas faites à partir d'eux? J'ai souri en me souvenant de Nathalie, à cet âge-là, comme elle avait insisté un jour sur le fait qu'il devait en être ainsi. Il y aurait de vraies paillettes sur ses cartes d'anniversaire. Je pensais qu'en entendant « papa », je me suis retourné. Elle était là, sans maquillage, les cheveux en chignon décoiffés, un sac de course au bout des doigts, la même lèvre nerveuse entre les dents, comme lorsqu'elle volait des bonbons. Elle n'a rien dit d'autre. Elle est restée là, les yeux rivés sur les miens comme si elle retenait son souffle. Une petite larme a coulé sur son œil. Alors, j'ai ouvert les bras. Elle a laissé tomber le sac à mes pieds et nous sommes restés là, dans l'allée 17, entourés de bases et de vernis, jusqu'à pleurer comme des inconnus qui avaient enfin retrouvé le chemin du retour. On n'a pas tout arrangé d'un seul coup de câlin. Ce n'est pas comme ça que ça guérit. Mais dès le lendemain, on s'est retrouvés pour un café. Et la semaine suivante, on s'est revus. On a parlé. On s'est disputé. On a réappris à se faire confiance. Finalement,
Je lui ai tout raconté. Non pas par vengeance, mais parce qu'elle méritait la vérité. Enfin, sans filtre. Elle suit une thérapie maintenant, une vraie thérapie. Là, un genre de soutien qui l'aide à se remettre de ce que sa mère et moi avons laissé derrière nous. Elle attend un enfant, une fille. Quand elle me l'a annoncé, elle m'a dit « Je te veux dans ma vie. Pas seulement comme grand-père. » Je lui ai répondu « J'aimerais être le genre de père que tu voudrais incarner. » Elle a souri doucement et franchement, et j'ai dit « Oui, parce que l'amour ne signifie pas toujours oublier la douleur. Parfois, ça signifie traverser ça ensemble si on est tous les deux prêts à se saigner un peu pour se retrouver. » Alors, non, je n'ai pas regardé en arrière ce jour-là, mais j'ai laissé la lumière du Porsche allumée. Et finalement, elle est rentrée. Maintenant, pour la deuxième histoire, je ne savais pas qu'on pouvait regretter quelqu'un. Quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment eu, mais ma fille me manque à chaque seconde de chaque jour. Elle s'appelle Anna. Elle aura 6 ans la semaine prochaine. Elle aime les dinosaures. Le Triceratops est son préféré, et les pop-tarts à la fraise. Elle est allergique aux chats, mais elle les adore quand même. Je sais ces choses non pas parce que j'étais là, mais parce que je me renseigne discrètement auprès de ma mère, surtout. Elle suit mon ex Lydia sur Facebook ou depuis la fois où j'ai croisé l'institutrice d'Anna à l'épicerie. Une femme en cardigan avec des taches de peinture sur la manche. Elle avait l'air fatiguée mais gentille. « Mademoiselle Keller ?» ai-je demandé, le cœur battant la chamade. Elle s'est retournée et a souri. « Oui, je lui ai dit que j'étais l'oncle d'Anna. » Je me demandais juste comment elle allait. « Je fais » ai-je dit, priant pour que le mensonge ne me reste pas en travers de la gorge. « Oh, Anna est adorable » a-t-elle dit. Elle parle tout le temps de dinosaures. Tu devrais voir ses dessins. Tellement détaillés, elle est toujours la première à aider si un autre enfant est triste. On voit qu'elle a un grand cœur. Je l'ai remerciée et je suis parti les larmes aux yeux. Je n'ai pas serré ma fille dans mes bras depuis plus de 2 ans. Vous vous demandez peut-être quel genre d'homme je suis. Que je ne peux pas voir ma propre enfant. Peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être que j'ai été violente. Peut-être que j'ai disparu et que maintenant je reviens en rampant. Mais rien de tout cela n'est vrai. J'étais là tous les jours depuis sa naissance et j'ai enroulé ses petits doigts autour des miens. J'étais là. Lydia et moi n'étions pas ennemis au départ. Bon sang, nous étions amoureuses de la fac. Elle était artiste, opiniâtre, magnétique. J'étais l'ennuyeuse, le garçon d'écurie qui lui apportait des fleurs et lui ouvrait les portières. Nous étions bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. La parentalité nous a changés. Ou peut-être a-t-elle simplement révélé le défi sûr que nous continuions d'ignorer. Elle voulait la liberté, l'aventure. Je voulais de la prévisibilité, de la stabilité. Les disputes ont commencé pour des broutilles. L'apprentissage du sommeil, le biberon contre l'allaitement, le temps passé devant les écrans, mais elles ont pris de l'ampleur. Elles se sont terminées en dispute, en accusation d'être contrôlées, ignorées ou étouffées. À 3 ans, Anna faisait chambre à part. Nous avons convenu d'un divorce pacifique pour elle. Lydia a même proposé la garde partagée. Et pendant un temps, c'est ce que nous avons fait. Les week-ends étaient à moi. Le vendredi soir, j'attendais devant la porte comme un adolescent avant le bal de promo. Nous allions au parc, mangions des crêpes, construisions des châteaux d'oreillers dans le salon. Elle m'a fait regarder Vaiana tellement de fois que j'en récitais, chaque réplique. De rien est devenue notre petite blague. Je vis pour ces week-ends. Puis Lydia a rencontré quelqu'un. Ce fut le début de la fin pour moi. C'était un entrepreneur en tech. Costume hors de prix, dents brillantes, toujours en train de parler de pleine conscience et de crypto-monnaie. Le genre de type qui n'avait jamais besoin de consulter son compte en banque avant de faire le plein. Un dimanche, Lydia, je n'ai pas pu me présenter. Pas d'appel, pas de message. J'ai attendu 3 heures au parc, tenant le dinosaure en peluche d'Anna dans une main et 2 chocolats chauds qui refroidissaient lentement dans l'autre. Je regardais mon téléphone sans arrêt. J'appelais, j'envoyais des SMS, rien. Lundi arriva. Mardi, toujours le silence. Lorsqu'elle répondit enfin, ce fut un email de 3 phrases. J'ai décidé qu'il était préférable pour Anna que nous réduisions votre implication. Elle a besoin de stabilité. Je la contacterai quand je le jugerai approprié. D'un coup, j'ai été effacé. J'ai déposé une plainte au tribunal, je me suis battu pour un droit de visite, elle a menti, m'a traité d'instable, de manipulatrice émotionnelle, a ressassé une dispute d'il y a 2 ans, l'a déformée, m'a fait passer pour dangereuse. Son nouveau mari a proposé d'adopter Anna. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit
Tu devrais faire ce qu'il faut et te retirer. Le juge a accordé la garde exclusive temporaire à Lydia jusqu'à l'audience, mais celle-ci était sans cesse repoussée à cause de conflits d'horaires. Les mystérieux problèmes de santé de Lydia. Mois après mois, pendant plus d'1 an, chaque porte que j'ai ouverte. On a frappé à la porte et on a claqué. Alors, j'ai commencé à faire la seule chose que je pouvais faire. Tous les dimanches, je vais dans son quartier. Pas pour la traquer, juste pour être prêt. Je me gare en bas de la rue, près de la vieille clôture, près de l'aire de jeu, celle avec la peinture bleue écaillée et les chaînes de balançoire rouillées. J'apporte un livre ou un jouet à Anna chaque semaine. Je le laisse au pied de la clôture. Parfois, je reste assis pendant des heures, espérant qu'elle passera en scooter. La plupart du temps, elle ne passe pas, mais une fois, elle l'a fait. C'était l'automne dernier. Des feuilles partout, tourbillonnant autour du trottoir. L'air était vif et chargé de fumée de bois. J'étais assis sur le banc près de la clôture, faisant semblant de lire un livre sur lequel je n'arrivais pas à me concentrer. Puis je l'ai vue. Elle est arrivée au coin de la rue avec son beau-père et leur chien. Je me suis figé. Mon cœur battait si fort que j'ai cru m'évanouir. Elle m'a vu. Son petit visage s'est illuminé l'espace d'une seconde. « Papa » a-t-elle crié. Elle a fait un pas vers moi, puis sa main s'est serrée sur son épaule comme un étau. Il a dit quelque chose que je n'entendais pas. Son sourire s'est estompé. Elle avait l'air confuse, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas fait signe, je n'ai pas parlé. Parce que si je l'avais fait, si j'avais osé franchir cette ligne invisible, ils auraient dit que je violais l'ordre, que j'étais harcelante, dangereuse. Alors, je suis restée assise là, à la regarder s'éloigner. Puis, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré jusqu'à en vomir. Mon appartement est comme un sanctuaire pour elle, pour nous. Des centaines de dessins qu'elle m'a faits. Des gribouillis au crayon sur du papier. D'imprimantes. Des serviettes de nos restaurants d'antan avec des petits smilets où son nom et des lettres tremblantes, des élastiques à cheveux, des anneaux en plastique à moitié cassés de distributeurs automatiques. Parfois, je prends un de ces anneaux, je le tiens comme une relique, comme s'il portait encore la chaleur de ses doigts. Elle pense probablement que je l'ai abandonné, mais ce n'est pas le cas. Je lui écris des lettres chaque semaine. Je ne les poste pas, je n'en ai pas le droit, mais j'en écris. Certaines sont ridicules à propos d'une crêpe magique, qui l'emmène jusqu'à la lune. Certaines ne sont que des listes. Les 10 meilleurs terrains de jeu. Les 5 meilleurs parfums de glace. Tous les noms que j'aimerais donner à notre prochain poisson rouge. Certaines sont de la colère. Des pages de frustration. Du chagrin déguisé en rage. Mais la plupart ne sont que moi la suppliant de se souvenir. Juste un peu. Juste assez longtemps pour que je revienne. La semaine dernière, son école a appelé. Une femme à la voix douce a dit « Monsieur Ellis, votre fille, Anna, a dit à son professeur que son père lui manquait. Mais elle n'est pas sûre qu'il soit réel. Pas sûre que je sois réel. Je suis réel. Je suis là. J'ai donc engagé un autre avocat, contracté un prêt et je retourne au tribunal le mois prochain. Qu'on me décrive comme instable, désespéré, trop émotive. Très bien. Je suis désespéré. Je suis émotive. Je suis un père qui ne désire rien d'autre que d'être présente dans la vie de sa fille. Et je resterai assis à cette clôture tous les dimanches jusqu'à ce que je la revoie, car j'ai refusé d'être effacé. La salle d'audience était plus froide que prévu. Pas la température, l'atmosphère était clinique, détachée, comme si les personnes assises là ne décidaient pas du sort d'une fillette de 6 ans qui appelait encore son crayon préféré ci-dessous, au lieu de bleu. Lydia était assise en face de moi, vêtue d'un tailleur-pantalon bleu marine. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Son nouveau mari était assis à côté d'elle. Cette même expression suffisante, celle d'un homme qui connaît déjà la fin, comme s'il avait gagné un prix. Mon avocat s'est penché vers moi et m'a murmuré « Reste calme. Pas d'émotion. Pas d'interruption. » Facile à dire pour lui. Il n'avait pas besoin de rester assis là à écouter Lydia me traiter d'inconstante. Il n'avait pas besoin de l'entendre dire qu'Anna faisait des cauchemars après nos week-ends, que j'étais obsessionnel, que je refusais de lâcher prise. Aucune preuve, que des mots. Et parfois, au tribunal, c'est tout ce qu'il faut. Puis ils ont fait venir les témoins de moralité. La meilleure amie de Lydia a témoigné. Elle a dit que j'étais possessive pendant le mariage. Sa mère a suivi, disant qu'elle s'inquiétait pour la sécurité d'Anna en ma présence. Puis est arrivée la conseillère d'orientation, une personne que je n'avais jamais rencontrée. Elle était assise là, calme comme un étang, et a dit que la constance était cruciale pour Anna.
Un bouleversement pourrait nuire à son développement. J'avais envie de crier, de me lever et de hurler. Je n'ai rien fait de mal. J'aime ma fille. Je veux juste savoir à quoi elle rêve. Je veux l'entendre rire à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise là, tous les muscles de mon corps contractés par la retenue, par le chagrin. Puis ce fut mon tour. Mon avocat s'est levé, d'une voix assurée, professionnelle. Il a tout présenté. Les comptes rendus de mes visites, les week-ends soudainement annulés sans préavis, les courriels que j'avais envoyés pour demander des nouvelles, les lettres que j'avais écrites à Anna, les cadeaux que je laissais à la clôture chaque semaine, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Le juge a levé les yeux de son hôte, les yeux légèrement plissés. Tu as laissé des objets sur la clôture de son école chaque semaine pendant plus d'1 an? J'ai hoché la tête. Ma voix était rauque. Je voulais qu'elle sache que je n'étais pas parti, que j'étais toujours là, que je n'avais jamais cessé de l'aimer. Il y a eu un silence si profond qu'on aurait dit que la salle entière avait cessé de respirer. Et puis le miracle. Le juge s'est penché en avant. Je veux entendre l'enfant, a-t-il dit par l'intermédiaire d'un psychologue désigné par le tribunal. Plus tard, j'apprendrai qu'au cours d'une séance, Anna avait confié à la thérapeute. Je me souviens des câlins de papa. Je veux retourner à la crêperie. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas me voir. On lui avait dit, papa ne veut plus te voir. J'ai craqué sur le champ, dans la salle d'audience. Peu m'importait qui verrait. Peu m'importait l'apparence. J'ai pleuré comme un homme à qui on venait de rendre une partie de son âme. Le juge n'a pas accordé la garde exclusive. Pas encore. Mais il a ordonné des visites surveillées. Une lente réinsertion. Il a appelé ça un espoir prudent. Le premier rendez-vous a eu lieu dans un établissement neutre. Des poufs adaptés aux enfants partout. Les murs peints de 12 couleurs pastel. Je suis arrivé 1 heure en avance. Collant. Samedi. Debout. À nouveau pressé. Chaque seconde m'a semblé une éternité. Et puis la porte s'est ouverte. Elle est entrée, tenant un tigre en peluche. L'assistante sociale à côté d'elle. Elle paraissait plus grande. Ses cheveux étaient plus longs. Mais ses yeux, ces grands yeux curieux que je fixais autrefois en lui donnant de la compote de pommes. Inchangé. Je suis resté debout, la voix tremblante. Salut. Elle m'a regardé, méfiante, silencieuse. L'assistante sociale s'est agenouillée à côté d'elle. Anna, tu sais qui c'est? Anna m'a regardé, les yeux scrutant mon visage. Puis un lent hochement de tête. Mon papa. Je me suis mis à genoux, j'ai ouvert les bras. Je n'ai même pas réfléchi. Elle les a heurtés. Je l'ai tenus. Je ne sais pas combien de temps. Assez longtemps pour oublier à quel point j'avais été brisé. Ses petits bras se sont enroulés autour de mon cou. Et je jure que l'univers a recousu quelques-uns de mes morceaux. On joue au puzzle. Elle m'a parlé du CP, de sa maîtresse, de son livre préféré, d'une amie nommée Kelsey. Elle m'a dit que je lui manquais quand les étoiles apparaissaient. Et juste avant de partir, elle s'est penchée vers moi, la voix chuchotée. Tu peux venir dimanche prochain? J'ai avalé ma salive et hoché la tête. Je serai là tous les dimanches. La guérison est lente, mais possible. 9 mois se sont écoulés depuis cette première visite. Nous avons maintenant la garde partagée. Elle passe 1 semaine sur 2 avec moi. Mon appartement, autrefois calme, stérile et bien trop propre, est devenu un chaos de paillettes, d'autocollants et de chaussures Barbie. Il y a un diadème sur le plan de travail de la cuisine, un chef-d'œuvre de crayon à moitié terminé sur le réfrigérateur. Je marche sur des Legos au milieu de la nuit, et je ne jure même plus. Enfin, pas à voix haute. Elle entend tout maintenant. Elle me regarde avec ses grands yeux comme si j'étais magique, comme si j'étais en sécurité, comme si j'étais chez moi. Lydia me fusille encore du regard pendant les échanges. Son mari ne parle jamais, il reste planté là, les bras croisés comme s'il était rongé par le ressentiment. Mais je m'en fiche. Je ne les combats plus. Je me bats pour elle. Anna, ma fille, me demande des histoires avant de dormir maintenant. Tous les soirs, elle est avec moi. Elle se blottit contre moi avec son tigre en peluche, tire la couverture jusqu'à son menton et dit « On peut refaire l'histoire du tigre ?» « Bien sûr, ma chérie, dis-je, et je commence. Il était une fois une courageuse petite tigresse qui s'était perdue. Elle traversait des bois venteux et des routes pluvieuses. Et juste au moment où elle pensait ne jamais retrouver son chemin, elle a vu une clôture. Et derrière, attendant chaque jour, se trouvait son papa tigre. Elle ne sait pas que c'est à propos de nous. Pas encore. Un jour, je lui dirai tout. Un jour, je la ferai asseoir et je lui donnerai la boîte. Celle remplie de lettres.
celles que je n'ai jamais pu envoyer. Ceux écrits sur des serviettes, des enveloppes, des bouts de cahiers. Certains exprimant la colère, d'autres l'espoir, d'autres encore à peine lisibles à travers les larmes. Ceux qui m'ont permis de tenir le coup quand je ne savais pas si je la reverrais un jour. Et elle le saura. Elle saura que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Pas une seule seconde.